plus ça. Ouais, ça marche. Ouais, donc je suis désolé, hein, le professeur Roberti est malheureusement disponible. J'avais juste une question avant. Il y a combien d'anesthésistes réanimateurs dans la salle? Il y a les cardiologues, il y a les pédiatres, et il y a des chirurgiens à part ce que je connais. Parce que c'est marrant, c'est pas mal, hein, parce que moi j'ai fait DU chirurgie, il y avait personne d'autre que des internes, des assistants de chirurgie, je crois pas. DU cardiologie, j'étais un chirurgien, et que des cardiologues et 2-3 pédiatres. Et finalement ici c'est le seul endroit où il y a un peu tout le monde. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans tous les cours, vous verrez, de cardiopathie congénitale, à la fin ça finit par et il faut que tout le monde travaille ensemble dans un merveilleux monde. Et en fait, ben, finalement, ici ça le fait un peu. Alors, ça marche? Comment ça va? Il faut appuyer sur le bouton. Moi j'ai juste appuyé sur la lumière rouge, mais après je vais passer les diapos comme ça. D'accord. Bon, alors les indications, bon, ben, ça va être un peu redondant, hein, parce que cet item est assez rapide, mais bon, c'est un peu redondant. Évidemment, les indications des shunts médico-pulmonaires, la cardiologue vous l'a déjà donné. Donc évidemment, c'est pour, faut savoir que ce sont des interventions qui sont des interventions palliatives. Hein. En chirurgie des cardiopathies congénitales, il faut toujours faire le distinguo entre les chirurgies correctives et les chirurgies palliatives. Donc les shunts systémico-pulmonaires sont des chirurgies palliatives pour augmenter le débit dans les artères pulmonaires et quand la correction complète d'emblée est impossible. Les objectifs, je vous l'ai déjà dit, ça a été déjà dit, pardon. Augmenter le débit pulmonaire, alors là c'est suffisamment, mais pas trop, c'est les dernières diapos qui ont été dites. Principalement aujourd'hui, dans les années, donc depuis les années, fin des années 90-2000, eh ben, c'est de permettre d'attendre le moment opportun pour faire une chirurgie plus complexe, soit réparatrice, soit palliative, mais qui permet d'attendre plus longtemps. L'objectif également, c'est de favoriser la croissance d'artères pulmonaires. Donc, comme Elodie vous l'a déjà dit, eh ben, il y a un principe fondamental, c'est que les vaisseaux se développent pendant la vie anténatale et pendant la vie postnatale en fonction du débit qui circule à l'intérieur. Donc, quand les vaisseaux sont hypoperfusés, les vaisseaux ne se développent pas. Donc, en augmentant le débit dans les artères pulmonaires, ça permet d'augmenter et de favoriser leur croissance, qui peut être hyper important dans des chirurgies à distance pour la circulation pulmonaire. Il faut préserver le lien artériel pulmonaire, donc ça a été dit. Il faut éviter l'hyperdébit, principalement chez les patients qui ont des projets de fond-temps à distance dans les ventricules uniques, et préserver la fonction ventriculaire. Comme elle vous l'a dit, essayer de préserver l'hyperdébit pulmonaire. Donc c'est finalement des objectifs qui sont assez durs à atteindre parce que finalement il faut jouer toujours sur la balance. Alors en chirurgie, peut-être un peu moins que les cardiologues et un peu moins que les anesthésistes, mais on adore les pionniers et on adore les vieux. Juste pour vous raconter, pour finir l'histoire, ce Vivian Thomas là, c'était donc un Afro-américain hein, qui n'avait pas le droit, qui était inconnu. Et le Blalock en question, il a bénéficié de toute la renommée pendant des années. Et puis finalement, à bout de plusieurs années, ce Vivian Thomas a été reconnu par les chirurgiens, par les cardiologues. Il a obtenu toute la reconnaissance dont il devait bénéficier parce que, en fait, l'histoire dit que c'est lui qui avait tout fait. Parce qu'ils avaient travaillé initialement sur un modèle d'hyperdébit pulmonaire chez le chien. Il avait créé le modèle expérimental d'hyperdébit pulmonaire en faisant des anastomoses systémico-pulmonaires. Chez le chien, il avait développé le modèle, c'est lui qui le faisait dans le laboratoire expérimental. Et puis Blalock, c'était simplement le type qui le supervisait, mais c'est lui qui avait mis au point la technique et c'est lui qui avait tout fait. Et la première intervention qui a été faite chez l'homme a été en réalité réalisée par ce monsieur, avec l'autre qui était juste à côté. Enfin bref, ça a été... voilà. Et donc, au bout de quelques années, il a finalement reçu toute la renommée dont il devait bénéficier. Et finalement, tout le monde était content. Et God bless America. C'était vraiment un film américain. Donc, la première anastomose dite classique de Blalock toxique, c'est une anastomose qui est réalisée sans matériel prothétique. Comme vous le voyez sur ce schéma extrêmement détaillé, vous voyez que l'artère subclavière droite est anastomosée directement sur l'artère pulmonaire droite.
Donc classiquement, c'est une intervention qui se réalise par thoracotomie, thoracotomie droite ou gauche en fonction de la crosse arctique. Les avantages de cette chirurgie, initialement, eh ben, c'était qu'on n'avait pas besoin de circulation extracorporelle. Je vous rappelle que ça a été fait la première fois en 1944, que la CEC n'existait pas. Que cette chirurgie a l'avantage de ne pas avoir de prothèse, donc elle permet la croissance des vaisseaux, la croissance de l'anastomose, et finalement, avec le temps, la chambre d'anastomose grandit et le débit pulmonaire peut être adapté et tenir plus longtemps qu'un tube. Les inconvénients, c'est que souvent, chez le nouveau-né, en particulier aujourd'hui, puisque les shunts qu'on fait, c'est souvent chez le nouveau-né, l'artère sous-clavière est très petite, elle est très spastique, et souvent le calibre est très petit, et on n'a pas vraiment enfin, c'est difficile d'obtenir une vraie augmentation de débit pulmonaire. Également, cette chirurgie a comme inconvénient de déformer de manière assez considérable l'artère pulmonaire, parce qu'après la chirurgie, l'artère sous-clavière se rétracte, entraînant l'artère pulmonaire vers le haut, et donc vous avez, au bout de quelques mois et quelques années, vous avez l'artère pulmonaire droite qui fait une véritable cône comme ça, comme une montagne, et qui peut devenir sténosée du fait de ça. Également, la chirurgie donne des syndromes de Claude-Bernard-Horner assez fréquemment, puisque bon, chez le nouveau-né, disséquer une artère sous-clavière, c'est pas non plus hyper simple, il y a plein de structures autour, c'est tout petit, et on est souvent amené à léser le nerf récurrent qui passe juste en dessous de l'artère sous-clavière. Aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Ça peut s'imaginer en cas de palliation définitive, mais j'ai une très faible expérience des cardiopathies congénitales, mais j'en ai jamais eu encore. Toutefois, la technique chirurgicale, elle est assez simple, en théorie, parce qu'en pratique, c'est beaucoup moins simple que ça. Il faut disséquer l'artère sous-clavière, la mobiliser et venir l'anastomoser, faire une anastomose qu'on appelle termino-latérale, puisque ici, vous voyez que l'artère sous-clavière est ligaturée. On a l'artère sous-clavière ici qui est entièrement ici et qui est anastomosée sur le dessus, sur la partie supérieure de l'artère pulmonaire droite. Et donc on appelle ça une anastomose termino-latérale. Bon, après, il faut savoir faire une couture qui est toute petite, assez difficile, avec des tissus souvent fragiles, probablement. Et ce qui fait que finalement, obtenir une belle chambre d'anastomose avec un bon débit à l'intérieur, c'est loin d'être évident. Il y a d'autres anastomoses systémico-pulmonaires qui étaient pratiquées dans les années, encore les années 40, les années 60, 70. Alors à Bordeaux, je dois dire que ça a été pratiqué encore longtemps, même dans les années 90, puisque je l'ai vu sur des comptes rendus opératoires. L'anastomose de Waterstone, qui aujourd'hui ne sont presque plus pratiquées, mais bon, il faut quand même qu'on vous dise un mot. Donc l'anastomose de Posse, qu'est-ce que c'est? C'est une anastomose systémico-pulmonaire entre l'aorte thoracique descendante et la face postérieure du tronc de l'artère pulmonaire. En général, c'est plutôt l'artère pulmonaire gauche. Donc ça se fait par thoracotomie gauche, probablement, enfin de manière quasiment certaine quand l'aorte est à gauche. Quand l'aorte est à droite, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout qu'en thoracotomie droite, pour aller chercher l'aorte, il y a l'œsophage central. Donc c'est pas évident, donc souvent c'est à gauche. Elle a comme avantage de ne pas avoir de prothèse, donc évidemment on peut imaginer qu'elle peut grandir. Par contre les inconvénients, c'est que le calibrage est très difficile, ce sont des tout petits vaisseaux, chez un tout petit bébé, on fait des anastomoses qui sont techniquement assez compliquées à réaliser, et calibrer l'anastomose au bon diamètre, là, franchement, bon courage, parce que ça doit être assez compliqué. On ne va pas vraiment savoir, on ne sait pas vraiment quelle est la réelle taille de l'anastomose une fois qu'on a fait les sutures, parce que quand on fait une suture, on mange du tissu autour, et donc c'est très difficile à calibrer. Ça entraîne de grosses déformations de l'artère pulmonaire gauche, qui est attirée vers l'arrière, et puis comme l'aorte descendante est fixe, c'est l'artère pulmonaire qui va venir vers l'aorte descendante. Également, si l'anastomose fonctionne bien, on peut imaginer que le débit dans les artères pulmonaires est majeur, et ça entraîne, si l'anastomose fonctionne, au bout de quelques mois, de l'hypertension artérielle pulmonaire par hypertropie. Le démontage, vous imaginez que quand on reprend un malade après une anastomose de Pols,
plusieurs mois après avec les adhérences, le démontage est très compliqué et en pratique ça ne se fait plus. Alors évidemment dans les dessins, dans les techniques chirurgicales, dans les dessins de cours, hein, de livres, ça a l'air hyper simple comme ça, il y a beaucoup de place, il y a la place pour les clans, les aiguilles volent, c'est hyper simple, mais en pratique je pense que c'est vraiment hyper galère. Ça existe encore, il y a de temps en temps des fois où on l'imagine chez des patients mais qui ne sont pas du tout qui sont chez des patients, enfin moi je sais que quand j'étais par exemple interne à Marseille, ils avaient imaginé ça pour une patiente qui avait une hypertension artérielle pulmonaire fixée, qui avait 12 ans et qui était vraiment en bas débit pulmonaire et qui en attente de greffe, on imaginait lui faire l'anastomose de Potts et finalement elle a été greffée. Bref. Anastomose de Waterstone, une autre anastomose systémico-pulmonaire, également entre l'aorte et l'artère pulmonaire, mais là, comme vous voyez sur ce dessin très détaillé également, vous voyez que, mais bon finalement c'est ce qu'il faut, hein, c'est que là c'est pas l'aorte descendante, mais c'est l'aorte ascendante. Donc elle se fait par thoracotomie, mais si elle doit se faire, je pense qu'aujourd'hui on le ferait plutôt par calotomie. Elle a comme avantage de ne pas avoir de CEC et de ne pas avoir de prothèse, donc également toujours pour la croissance, c'est ce qui était à l'époque qui est très intéressant, puisqu'on n'avait pas forcément de technique pour faire des chirurgies correctrices, même à distance. L'inconvénient, c'est que le calibrage est également très difficile, ça déforme l'artère pulmonaire droite comme l'autre déformait l'artère pulmonaire gauche. Le démontage est très compliqué. Alors on peut imaginer que ces anastomoses sont plus du tout pratiquées aujourd'hui et que bon, c'est inintéressant, mais finalement connaître un peu l'évolution des différents types de shunts systémico-pulmonaires, ça permet aussi de comprendre un peu l'histoire du traitement des cardiopathies congénitales. Et aujourd'hui, toutes les modifications qui ont été faites dans tous les domaines chirurgicaux et cardiologiques et réanimation, on s'adapte parce qu'on peut faire de plus en plus de choses, alors qu'avant on était quand même limité. Et ces anastomoses, enfin le Blalok-Taussig classique et puis le Waterstone, il faut imaginer que ça a sauvé des milliers d'enfants pendant quelques années. Et puis après, mais sinon c'était des enfants qui, notamment le Blalok, qui étaient amenés à décéder rapidement. Hein. Il faut pas les dénigrer, quoi. Alors depuis 1975, il y a le docteur Deleval qui travaille à Londres, enfin qui est retraité, travaille à Londres et qui a développé cette technique de l'anastomose de Blalok-Taussig modifiée. Donc le principe c'est le même, une anastomose entre l'artère sous-clavière droite ou l'artère sous-clavière gauche, le plus souvent à droite, et l'artère pulmonaire, mais en utilisant un tube de cortex, en interposant un tube de cortex à cet endroit-là. Quels sont les avantages de cette technique? Alors d'abord, c'est très facile à calibrer, c'est-à-dire qu'on sait quel diamètre on va mettre et on sait quel diamètre va, théoriquement, si on fait les anastomoses correctement, passer dans ce tube. Après, la réalisation technique des anastomoses sous-clavières marche plus. La réalisation technique des anastomoses n'est pas forcément évidente, hein, et on peut se retrouver avec un tube assez gros et finalement un passage qui n'est pas très gros, puisque on peut avoir des problèmes techniques de sténose anastomotique dû à des difficultés techniques chirurgicales. Donc le calibrage est facile, si on arrive à faire les anastomoses correctement. Le démontage également est facile, puisque on n'est pas obligé forcément d'aller réparer l'artère sous-clavière. En règle générale, on va réparer l'artère pulmonaire quand on les démonte, et parce que ça déforme quand même les artères pulmonaires, mais les enfants sont plus grands et donc du coup la chirurgie est un peu plus facile. En revanche, il n'y a pas de croissance du tube, hein, le tube ne grandit pas, ce qui fait que le débit qui passe à l'intérieur est limité, et au bout d'un certain moment, quand l'enfant grandit, le débit qui passe à l'intérieur ne peut pas augmenter, le débit pulmonaire devient insuffisant et les patients retournent dans un contexte de bas débit pulmonaire, puisque cette anastomose n'est pas assez importante. Également, ça fait des déformations des artères pulmonaires, mais quand même beaucoup moins importantes qu'avec une anastomose directe. Bon, la technique aujourd'hui, c'est quasiment tous les malades qui ont un shunt systémico-pulmonaire ont cette
cette stratégie, et c'est quasiment tous les malades. Donc on procède en général par la dissection de l'artère sous-clavière, on réalise une artériotomie sur le côté de l'artère sous-clavière, sur le dessous, et on commence par l'anastomose sous-clavière, puis enfin l'anastomose pulmonaire. Alors aujourd'hui, on ne fait presque plus, plus que des voies d'abord par sternotomie. Alors pourquoi c'est intéressant de faire des blalops par sternotomie? Premièrement, ça permet de tout faire. Donc si on veut faire autre chose qu'un blaloc, ben, on peut le faire. On peut mettre en place une CEC si nécessaire. Parce que quand même, il faut imaginer que chez des patients qui sont en hypodélice pulmonaire, qui sont en période néonatale dans un contexte compliqué, un patient qui est en thoracotomie latérale chez qui on clampe l'artère pulmonaire, bon, ben, parce qu'il faut pour faire l'anastomose, il y a un moment il faut arrêter le débit pulmonaire, en tout cas dans la branche sur laquelle on veut faire l'anastomose. Et en général, c'est une intervention qui, même sur le plan technique et simple, en plan anesthésie, ça peut être assez plus que houleux. Hein. Donc, quand même, en sternotomie et en décubitus dorsal, en termes de ventilation et de stabilité hémodynamique, c'est sûrement un peu plus facile à gérer, même si je ne suis pas anesthésiste, mais je suis quasiment sûr. L'inconvénient, c'est que quand on doit revenir chez ces malades, on est obligé de faire de la reprise chirurgicale. Bon, ben, dans les centres entraînés, j'imagine que la reprise chirurgicale, ben, ça fait partie du quotidien et que plus ça va, plus c'est simple. Mais bon, cela dit, c'est toujours embêtant, toujours plus difficile. Et qu'est-ce que je voulais dire également sur le blaloc? C'est à peu près tout. Donc là, vous voyez ici par sternotomie, l'image est un peu compliquée. Alors en fait, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas aussi évident que ça de régler la longueur du tube, la longueur du tube qui soit suffisamment appropriée pour pas trop déformer les vaisseaux, pas trop longue parce que dès que vous augmentez la longueur du tube, le débit dans le tube diminue fortement. Donc si vous faites une anastomose avec un tube trop long, le débit va être fortement ralenti parce que la résistance au sein du tube va diminuer le débit. Si c'est trop long, ça peut quand même se déformer au niveau des anastomoses, donc il peut y avoir des problèmes techniques qui font que le blaloc ne va pas bien passer. Si c'est trop court, ça peut déformer considérablement les vaisseaux, et alors sur le court terme ça va aller, mais sur le long terme, le moyen terme en tout cas, ça va fortement kinker, déformer les artères pulmonaires. Et puis également, il faut imaginer que, il faut savoir aussi que le diamètre du tube, alors, le diamètre du tube classiquement, donc les enfants qui font, c'est assez simple, hein, à peu près moins de 3,5 kg, on met des tubes de 3,5 mm de diamètre. Après, on peut mettre 4, et puis quand les enfants sont un peu plus grands, on peut mettre du 5. Il faut savoir que le choix du diamètre du tube n'est pas si anodin que ça, puisque ne serait-ce qu'à 0,5 mm près, on peut être complètement en hypodébit ou en hyperdébit. Et donc c'est assez difficile à régler, c'est un vrai choix qu'on doit faire avec le réanimateur. Et puis ça arrive qu'on mette en place un tube, au bloc opératoire, on lâche, on laisse circuler, et qu'au bout d'un moment, on décide que, face à la réaction du malade, que le tube est trop gros ou le tube est trop petit, contraint de changer pour en mettre un autre. C'est une intervention qu'il faut faire, pour laquelle il faut assez s'appliquer. Les sites d'anastomose, où est-ce qu'on se met? Alors bon, quand la crosse est à gauche, avec un canal artériel à gauche, eh bien c'est assez simple, on se met à droite. Mais quand les crosses sont à droite ou à gauche, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas forcément évident d'aller faire le blaloc, puisque la crosse est à droite, le ligament artériel est à gauche. Si on veut faire le blaloc, il faut sectionner le ligament artériel. Je vous rappelle que ces malades sont souvent des malades ductodépendants, donc il faut supprimer le canal artériel et après il faut mettre à la place un tube. Donc pendant la chirurgie, c'est loin d'être évident. Donc, la sternotomie est aujourd'hui le plus utilisé. On peut utiliser donc la CEC. Dans tous les cas, il faut avoir une machine de CEC qui est prête parce que on peut se retrouver dans quasiment, c'est assez rare, mais dans l'impossibilité de réaliser la chirurgie, parce que dès qu'on prend un artère pulmonaire, il peut s'arrêter. Il ne faut pas oublier d'épargner les malades, évidemment. Le calibre, entre 3 et 5 mm,
Ça dépend du poids du malade, du calibre de l'artère pulmonaire, de la cardiopathie, et c'est pas aussi évident que ça. Même s'il n'y a pas 50 choix, il faut en discuter en tout cas. Quand par stenotomie, ça permet de ligaturer le canal artériel. Et puis il faut ouvrir les plaies parce que en général c'est des patients qui ont des épanchements pleuraux importants. En termes de complications chirurgicales précoces, bon, ben, évidemment la complication la première c'est la thrombose, hein. C'est des tout petits tubes avec des anastomoses qui sont techniquement pas forcément évidentes à réaliser. Même si on fait de l'héparine, eh bien, si l'anastomose n'est pas parfaitement réalisée, on peut se retrouver avec une thrombose du tube précoce, donc ce qui est quand même fortement dommageable. Si le tube est trop petit ou on a un problème technique, on peut se retrouver quand même en hypodébie malgré le Blalock. Si le tube est trop gros, eh bien, on peut se retrouver en hyperdébit. Ça, après, il faut voir avec le réanimateur s'il faut changer le tube pour en mettre un plus petit ou si c'est maîtrisable par la réanimation. Il peut y avoir des complications locales, comme le gilothorax, le sérum périprothétique et puis des paralysies phréniques, parce qu'on est assez proche du nerf phrénique. C'est quoi le sérum? Ben, quand tu fais une anastomose avec un tube, quelle que soit la chirurgie adulte, enfant, etc., ça fait autour du tube, il se crée une sorte d'inflammation avec une petite sécrétion de liquide qu'on appelle un sérum, et puis ça fait comme un faux anévrisme non circulant. Et le problème, c'est, alors bon, chez les enfants, mais bon, chez les adultes, on se retrouve avec des sérums post-opératoires à 2 semaines, et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas si c'est infectieux, si c'est pas infectieux, mais globalement, ils en ont tous un, et ça peut être assez gros, et c'est une collection de sérum, dans le meilleur des cas, aseptique. Les complications tardives, comme je vous l'ai dit, la déformation des branches pulmonaires. Après, bon, le réglage de la réanimation, et puis à distance aussi, les patients qui peuvent passer en hyperdébit ou en hypodébit en fonction de l'évolution de résistance vasculaire pulmonaire et systémique. Et puis ça peut donner assez rarement, mais quand même des infections locales, et ça peut comprimer l'arbre trachéobronchique. Voilà. Moi j'ai une question pour monsieur Moria.